Bonjour à tous, bienvenue pour donc cette première lecture linéaire sur la princesse de Clèves. Donc, en préambule, vous savez que vous avez le texte à lire, c'est un texte qui est relativement court, et je pense qu'on vous le ferait lire l'intégralité du texte. Ensuite, en introduction, vous présentez donc La princesse de Clèves, c'est un roman qui est paru en 1678, sans nom d'auteur, car le roman est au XVIIe siècle un genre déconsidéré. Malgré tout, il remporte un vif succès. Madame de Lafayette est connue pour animer des salons littéraires chez elle. Elle a entre autres écrit La princesse de Montpensier. Donc, en ce qui concerne La princesse de Clèves, le récit a commencé par la présentation de la cour d'Henri II, qui est un lieu d'intrigue et de séduction. Après, le portrait des grands personnages de la cour, qui commence par le roi et qui s'achève avec le duc de Nemours, nous avons donc notre héroïne, la princesse de Clèves, qui fait une entrée fracassante. En problématique, je vous propose donc de vous intéresser à la question suivante: comment s'exprime le caractère exceptionnel de l'héroïne? Pour cela, il y a 3 mouvements dans le texte. Le premier mouvement que je mets en surbrillance dans le texte correspond à la première phrase, donc de la ligne 1 à la ligne 3. Donc je le mets en rouge. Ensuite, nous avons un deuxième mouvement qui correspond à la généalogie de la princesse de Clèves et qui fait donc une sorte de transition. Je le mets en vert. Et enfin, de la ligne 7 à la fin du texte, nous avons le portrait, l'éducation que lui propose sa mère. Voilà. Je rebascule tout le texte en noir et nous allons commencer donc la lecture linéaire. Premier mouvement, donc qui correspond à la première phrase. D'entrée de jeu, votre texte traduit une apparition marquée. Regardez bien, vous avez donc un verbe au passé simple, il parut, donc le passé simple généralement marque une rupture avec ce qui précède, et cette rupture est accentuée par votre adverbe alors. Madame de Lafayette fait en quelque sorte un suspense et commence son portrait avec une tournure impersonnelle. Donc, il parut, je mets ici en rouge. Donc une tournure impersonnelle, c'est une phrase dont le sujet est impersonnel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le pronom. Le caractère merveilleux, extraordinaire de la princesse de Clèves se traduit aussi donc par la métonymie, une beauté à la cour. Donc une métonymie, c'est une sorte de métaphore dans laquelle vous caractérisez la personne par une de ses caractéristiques. Donc ce qui caractérise la princesse de Clèves est avant tout sa beauté physique. Donc cette beauté est intensifiée par les hyperboles qu'on va retrouver dans la suite de la phrase. Donc elle attire les yeux de tout le monde, hyperbole, une beauté parfaite, et on retrouve donc le thème de l'apparence avec le champ lexical du regard. Donc elle attire les yeux, elle suscite l'admiration, et on retrouve le verbe voir. Voilà. Cette femme est d'autant plus exceptionnelle qu'elle apparaît dans une cour où l'exceptionnel est déjà la règle. D'accord ? Elle apparaît dans un lieu où il n'y a que des belles personnes. Comme la narratrice a pris soin au préalable de présenter la cour de Henri II comme un vivier de gens très beaux, donc je cite à la page 16, « Jamais cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits ».
la beauté de la princesse de Clèves apparaît d'autant plus extrême et hyperbolique, puisque, en quelque sorte, toute la cour va l'admirer. Nous allons donc passer maintenant au deuxième mouvement. Le deuxième mouvement concerne donc la phrase suivante. Quelques éclaircissements sont donc donnés sur son origine familiale. Elle fait partie de la même maison que le vidame de Chartres, mais on ne nous a toujours pas encore donné son nom. Elle ne nous est donc pas non plus totalement étrangère. Pourquoi ne nous est-elle pas étrangère? Puisque le vidame de Chartres a déjà été présenté dans la liste des personnages masculins dans les pages précédentes, et il nous avait été décrit comme l'ornement et l'admiration, suscitant l'ornement et l'admiration de leur siècle. Et donc il était cité en avant-dernier, et donc c'est un des personnages les plus importants, le premier étant le duc de Nevers, le père du prince de Clèves, et le troisième, bien entendu, est le duc de Nemours. Cela nous permet de constater que Madame de La Fayette a soigneusement organisé ses portraits. Elle installe l'héroïne sur un fond d'intrigue et de cour, mais également en quelque sorte dans une sorte de jeu d'échecs. Elle a déjà placé les pièces masculines, les futurs époux et amants sont déjà en place, ce qui crée en quelque sorte un effet de destin tracé d'avance pour l'héroïne. Donc le vidame de Chartres fait partie de la même maison que la princesse de Clèves, et auparavant, on nous avait dit qu'il était seul digne d'être comparé au duc de Nemours. L'idée implicite est que les familles de Nemours et de Chartres sont les seules dignes d'être rapprochées, ce qui met en quelque sorte en place déjà votre intrigue amoureuse et suggère que le duc de Nemours ira en parfaite harmonie avec la princesse de Clèves. Là encore, le destin est déjà tracé à l'avance. Scène que confirmera, bien entendu, la scène du bal. Donc, votre origine sociale est présentée également de façon exceptionnelle, puisque elle fait partie, donc, elle est une des plus grandes héritières de France. Vous notez ici donc le superlatif, une des plus grandes héritières de France. Le fait qu'elle soit une des plus grandes héritières de France, bien entendu, est une façon d'amorcer son mariage à venir. La phrase suivante nous explique les circonstances. Son père était mort jeune et l'avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. L'expression « sous la conduite » est bien choisie, car c'est la conduite inspirée par sa mère qui déterminera les décisions importantes de la jeune femme au fil du roman et qui tracera donc son destin. Si l'on s'attendait à un portrait de l'héroïne, on peut tout de même se poser la question de savoir si la mère ne prend pas la place de la fille. Toujours est-il donc que Madame de La Fayette suit dans le portrait de son héroïne la présentation physique, et on arrive ici à la présentation morale. Et comme le versant moral est l'œuvre de la mère, la narratrice, omnisciente, doit donc, pour que nous comprenions par la suite les choix de vie originaux de son héroïne, nous dresser l'historique de sa formation morale. On retrouve pour présenter Madame de Chartres, remarquez que c'est la première fois que nous avons son nom qui apparaît, une subordonnée relative qui va être elle aussi hyperbolique avec trois substantifs, donc le bien, la vertu et le mérite qui sont extraordinaires. On comprend donc que les hyperboles qui sont consacrées à la mère insistent sur ses qualités morales et que la jeune fille va, grâce à sa mère, unir aux qualités physiques les vertus morales les plus extraordinaires. Voilà. À partir de la ligne 7, nous rentrons donc dans le troisième et dernier mouvement du texte qui correspond à l'éducation proposée par Madame de Chartres. Nous avons tout d'abord une subordonnée temporelle
après avoir perdu son mari. Voilà, elle est ici. Elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. On a ici un plus que parfait qui permet de faire une sorte de récit rétrospectif pour expliquer ce qui s'est passé avant. Ce qu'il faut voir, c'est le complément circonstanciel sans revenir à la cour. Donc son éloignement de la cour est justifié par le temps qu'elle a accordé à l'éducation de sa fille. L'expression sur la phrase suivante, elle avait donné ses soins, traduit l'abnégation de cette femme et participe à la mettre en valeur. Elle se caractérise comme une mère indépendante, solide et austère. L'éducation donnée à Mademoiselle de Chartres est présentée comme complète, ainsi que l'indique la phrase suivante, mais la proposition suivante, elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. Pour un lecteur du XVIIe siècle, Madame de Chartres est un personnage étonnant et original, car son comportement personnel et éducatif se situe à contre-courant des pratiques sociales de la noblesse. Tout d'abord, après le décès de son mari, elle s'est retirée de la cour pendant plusieurs années. Ensuite, à rebours des mœurs de l'époque, elle n'a pas confié l'éducation de sa fille à un couvent, mais si elle s'est consacrée elle-même, ce qui est tout à fait innovant. L'importance que revêt cette question de l'éducation pour Madame de Chartres est suggérée par les verbes qui montrent une implication et une réflexion très approfondie. Elle avait donné ses soins, elle travailla, elle songea aussi, et puis la phrase d'après, la plupart des mères avaient une opinion opposée. Notez ici que on annonce en quelque sorte ce qui va arriver à Madame de Clèves, ou à Mademoiselle de Chartres, puisque elle suit le destin de sa mère. Madame de Chartres a perdu son mari, elle s'est retirée de la cour, et vous savez que la princesse de Clèves va perdre son mari et va vouloir, elle aussi, s'éclipser de la cour. La conjonction de coordination « mais » ici, signale l'existence d'une originalité dans l'éducation dispensée par Madame de Chartres par rapport au modèle social courant. Les autres connecteurs, donc pas seulement, elle songea aussi, énumèrent les 3 principes de cette formation classée par ordre d'originalité croissante. Il s'agit tout d'abord de cultiver son esprit. L'esprit, bien entendu, est le symbole de la culture et de la réflexion intellectuelle. Les femmes de la haute noblesse sont souvent très cultivées, d'accord ? Mais il faut aussi lui donner de la vertu. Donc, la vertu, c'est une qualité morale, c'est l'élever dans les principes du bien. Bien entendu, vu que c'est une femme, on s'y attend, mais il faut la lui rendre aimable. Et là, c'est très intéressant. Voilà la facette la plus originale, car Madame de Chartres ne dispense pas des leçons abstraites de morale, mais s'efforce de peindre la bonne conduite pour une femme sous des couleurs attractives. Le but est que sa fille y adhère, non pas par contrainte, mais par inclination personnelle. Si vous voulez, même si c'est quelque chose qui lui a été inculqué l'extérieur, il faut que ça soit pleinement assimilé et que ça ne soit pas vécu comme une contrainte, mais que ça devienne quelque chose de naturel et de plaisant. La morale est donc quelque chose d'intériorisé par la jeune fille